Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous, mes potes. Et bonjour à tous, bonjour à toute bande de petits castagneurs et castagneux, j'espère que tout le monde va bien. Alors évidemment là je gâche mon effet de surprise parce qu'on est enregistré, voilà, donc vous voyez déjà nos deux illustres invités. Je suis avec mon pote Adri, pote Adri de Castagne FM. Comment ça, mon pote Adri de Castagne FM? Tu serres les dents et tout, tu me fais peur, ça va mon pote. Et c'est parce que d'habitude, je peux me décharger, là, t'es à côté et tout, c'est plus simple et tout ça, là, c'est pas sûr des mecs. Je vais aller taper ma femme, j'en ai rien à faire, je vais aller. J'ai besoin, là, que ça sorte. Comment ça va, mon loulou? Et ça va très bien, et toi? Pas trop confiné? Non, ça va, écoute, on arrive à s'occuper. Ouais, mais t'as vu, c'est compliqué, c'est bizarre, là, on peut pas, on est des gens tactiles, nous, on est des gens on est un peu comme ça, et même titre que nos invités, on pratique un sport, hein, quand même, comme ça, un peu tactile, on va le dire, et c'est très étrange de parler, de mettre sur pied un podcast, bon, qu'on a l'habitude maintenant, hein, et de parler d'un sport quand même de contact, de parler de choses comme ça. Donc c'est pour ça on va voir un peu où va nous mener notre conversation aujourd'hui, et puis de vivre ce qu'on vit en ce moment. C'est quand même quelque chose de spécial. Comment tu le vis toi, mon Adré? Bah, franchement là le jiu-jitsu commence à manquer. Je dois t'avouer que les deux haltères pourris et le tapis de yoga qui traîne à la maison, c'est quand même pas. Ah, tu fais? Tu fais? Un petit peu. Alors il m'est arrivé quand même une histoire assez marrante, c'est que j'ai une barre de traction. Ouais, donc, Hugo a raison. Je pense Hugo a raison. Et donc j'ai réussi à tomber, elle s'est décrochée, je me suis un peu fracassé quand même. Non, sérieux? Ouais, sérieux. Et donc je me suis ouvert sous le pied. Attends, je me suis ouvert sous le pied, donc pendant 2 jours je pouvais pas trop marcher. Ouais. Mais c'est pour ça physiquement que t'es abîmé là, que t'es moche. Non, je suis juste moche. Ah non, là ça n'a pas touché, D'accord, ok, là c'est. J'ai les cheveux moi. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a justement ce droit là? alors, ça permet d'introduire, tu vois, le manque de cheveux nous permet d'introduire nos deux. Lequel des deux? Oui, un peu plus notre pote Hugo Février, notre pote Hugo Février de la Tropa des Élites. Comment ça va, mon loulou? Bah écoute, ça va, tranquillou. T'es comme ça là, Ah voilà, qu'on voit ton joli visage là quand même. Comment ça va, mon Hugo? Bah écoute, ça va, hein, nickel. T'es où là? T'es où? Fais-nous rêver, t'es où là? Je suis où? Je suis chez moi. Chez moi, donc juste à côté de Cannes, hein, pour ceux qui connaissent pas, Mandelieu, petite ville à côté de Cannes. Il fait un temps magnifique, il fait beau. Malheureusement, on peut pas en profiter comme on veut pour le moment, mais on a bon espoir que rapidement on puisse aller piquer une tête dans la piscine. Dans la chambre de ton fils, là, c'est déjà bien. C'est ça. Ah, tu dors pas sur un lit superposé, ok. Non, même si ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, on n'en est pas encore là, même avec le confinement. Ça fait combien de temps que tu es avec ta femme? Ça fait 19 ans. Wow. Ah, 19 ans 19 ans, et ça fait 11 ans de mariage. Ah ouais. Et ouais. Alors ah ouais, machin, c'est plus pour elle. Toi, c'est ouais, t'as du bol, hein. Mais pour elle, effectivement, c'est wow. C'est beau. Mais t'étais plus beau à l'époque, rassure-nous quand même. Les gars, je vais vous montrer un truc. Allez. Allez. Juste pour vous, les gars. Parce une petite photo avec les veuches, là, un petit truc avec les cheveux. J'ai ma fille, ma grande fille qui a 25 ans, qui m'a envoyé des photos aujourd'hui, justement. T'as les Santiago? Ah, on voit pas grand chose. On voit rien là. Ah, si, Waouh, Marlon Brando, quoi. Putain, mais c'est toi, sérieux? 17 ans, les gars, là-dessus. C'est David Brando, David Bowie et Marlon Brando. 17 ans. Et qu'est-ce que c'est que ça? T'en es fier ou Fais voir des cas. Oh là. C'est Johnny Depp. Ah là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 17 ans, les gars. Sérieux? Il y avait du cheveu ou pas? Mais ça veut rien dire, ça. T'es un beau gosse. Pas de moi, problème.
à ma femme, c'est le principal. Exactement. Voilà, pour Et l'instant, on en alors, a 19 pas ans parlé, avec moi. madame, 19 ans avec madame, Ouais. le secret d'un bon confinement avec une personne avec qui on est depuis 19 ans, vous vous supportez et tout, ça va? Et ouais, franchement, honnêtement, nous, on n'a pas de soucis, quoi. Ça fait 19 ans qu'on est ensemble, là, on est en confinement. Et, on a l'avantage, ma femme et moi, si tu veux, d'être aussi bien amis qu'amants. Eh ben, Donc, c'est top. Belle chance, ça. Je pense que c'est pour ça que ça dure aussi depuis si longtemps et que tout va bien. Franchement, je sais ben, qu'il y c'est a top. plein de couples qui vont se déchirer, malheureusement. Ah, je pense, ouais, je Et puis, pense qu'il va y avoir une grosse. J'en connais personnellement, et à mon avis, ça va être très difficile jusqu'à la fin du confinement. Donc, Ah, c'est non, dur, non, hein. moi, franchement, de ce côté-là, on a des enfants magnifiques qui sont d'une gentillesse pas possible. Et avec ma femme, franchement, c'est. Non. J'ai de la Ah, chance, top. tout va bien. Top. Bien Ouais, content nickel. pour toi. Et bah donc, tu vas en profiter, puisque tu es dans un bon mood et que tout va bien, tu vas en profiter pour nous présenter quelqu'un que tu connais depuis très longtemps aussi. Et avec qui tu Ça aurais pu te fait- confiner. Vous auriez fait des activités, Bah, ça aurait été cool, on aurait Vous pu auriez s'entraîner trouvé- au moins. trouver des choses à faire, c'est ce que j'allais dire. Vous auriez On aurait pu au moins s'entraîner, ouais. Donc, notre invité, ton pote. mon pote à moi, mon pote Guillaume Uni. Mon pote Guillaume Uni de BJJ Eastern Europe. Voilà, pour ceux qui ne connaît pas dans le Jiu-Jitsu BJJ Eastern Europe. On va effectivement en parler. Enchanté, Voilà. enchanté Guillaume. Bonjour tout le monde. C'est mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est Donc, ravis Guillaume, de te effectivement, recevoir. qui est un de mes élèves depuis. Bon, il a bougé, il a pas mal bougé. Il nous racontera son histoire après. Mais voilà, il a commencé avec moi. Il continue avec moi maintenant. Il a commencé avec moi en 2001, si je me trompe pas, Exact, au Temple des Arts Martiaux à Paris. Je crois qu'il s'appelle le Dojo Grenelle maintenant. Mais à l'époque, ça s'appelait le Temple des Arts Martiaux. Donc voilà, il a commencé avec moi là-bas et on a pas mal voyagé au Brésil et tout ça. On vous racontera tout ça après. Vous êtes resté vraiment longtemps à vous entraîner ensemble, ou il a débuté avec toi et on parle de 3-4 ans et après une amitié est née, ou tu as eu ta ceinture noire, Guillaume, sous Hugo Février? En fait, donc j'ai commencé en 2001 et je suis resté à Paris jusqu'à 2004. Et après, je suis parti habiter avec ma femme en Serbie. Et si je me souviens bien, je crois que je suis rentré en France en 2006. C'est un peu compliqué, mais j'ai habité dans le sud pendant un moment, j'étais à Montpellier. Donc j'étais toujours en contact avec Hugo. Et après, je suis reparti habiter en Serbie. Et on a toujours été en contact en fait. Quand j'allais à Paris ou quand j'allais dans le sud et je vais m'entraîner chez lui, tout ça. Donc voilà quoi. T'as même été au Maroc à cette depuis période-là longtemps. aussi. Ouais, voilà, à cause de mon boulot en fait. Ouais. Pourquoi tu voyages autant? Bah, à l'époque, je travaillais dans le real estate immobilier. Donc, on travaillait pour une grosse compagnie qui avait qui avait des bureaux dans plusieurs pays. Donc, à cause de mes langues, donc je parle couramment anglais, tout ça, donc ils m'ont un peu bougé dans différents pays. Donc, j'étais au Maroc, j'étais dans le sud de l'Espagne, à Marbella. J'étais en Ça, Égypte. Adrien connaît bien. Là-bas. Marbella. Et j'étais en Roumanie aussi, donc. Voilà quoi. Donc, dans chaque pays, je me suis entraîné en fait. T'es de quelle origine exactement? Mon père est français, ma mère est philippine. Voilà. Et j'ai grandi un peu partout. J'ai grandi aux Philippines, j'ai grandi en Angleterre. J'étais pendant 4 ans à Londres quand j'étais teenager. Et en fait, j'ai seulement habité en France pendant 8 ans. Donc, j'ai 40 ans maintenant et j'ai habité en France toute ma vie pendant 8 ans seulement. Donc c'est le pays où j'ai le moins vécu en fait. Et là, tu es actuellement à Belgrade. J'habite à Belgrade depuis 14 ans. Mais là, alors que nous enregistrons ce podcast, c'est là où tu te trouves. Ouais. Pareil. C'est là où j'habite, c'est ma maison. J'ai ma femme ici. Castagne FM. Je suis vraiment international, mais bon, je suis. Voilà. Et donc, tu t'es entraîné, donc on va dire que tu as été 5 ans, tu t'es entraîné 5 ans avec Hugo? Ouais, plus ou moins 5 ans, ouais. Exact. Ouais. Voilà. Sinon, quand j'étais en Serbie, j'étais. Ouais. Vas-y. Quand j'étais en Serbie, quand je suis arrivé ici, c'était en 2004, j'étais ceinture bleue.
Et je me suis mis avec le prof, c'était le pionnier du jiu-jitsu en Serbie, il s'appelle Jovan Gerial. Et c'est intéressant, mais Jovan, en fait, il avait habité en France et il faisait partie de la première génération qui était dans le stage dans le stage de Rickson Gracie en 95 au Cercle Tissier. Et il a appris le jiu-jitsu en Ok, France. donc voilà, il a commencé le jiu-jitsu au Cercle Tissier. Il était au Cercle Tissier, après il avait ouvert sa salle à Bagnolet. Et en 2000, quand il y avait la révolution en Serbie, il est parti pour commencer le jiu-jitsu en Belgrade, en Serbie. Et donc, voilà. Jovan comment pour les petits Castagneurs? Jovan Gerial. Il a eu sa ceinture noire en 2002. D'accord. Et C'est lui, Zerjal pour les Français. Ouais, lui est qui il est sous Fernando Pinduca. Donc c'est une ceinture chorale de Carlson Gracie. C'est une légende, hein, son prof, parce que Pinduca, si vous connaissez, il a fait un combat de Vale Tudo contre Marco Ruas. C'était le défi Jiu-Jitsu contre Luta Livre à l'époque. Ouais. C'est le fameux défi que les gars de Jiu-Jitsu ils ont gagné. Donc, il y avait Murilo Bustamante, tous les mecs En comme 91. ça. Ouais, exactement. Ouais. Bon, c'est Vous vraiment une connaissez ça un légende. peu les gars ou pas Ah non, mais c'est pour ça c'est pour ça qu'il fallait que tu sois là. Desafio. Voilà. On va vous laisser parler. Desafio. on va vous laisser- Ouais. Alors pour la petite histoire, moi, Jovan, je l'ai connu la première fois, je l'ai rencontré au Brésil. On s'entraînait tous les deux au même moment. Ça devait être en 97 ou 98. Ouais. On s'est rencontrés le même jour, on s'est retrouvés tous les deux à l'entraînement à la Carlson Gracie. Ouais. Où à l'époque où il y avait la grosse équipe où tu avais Murilo Bustamante, Vitor Belfort qui était un gamin à l'époque. Il y avait Jucan, Bocan, Barreto, toute la Zemario, etc. Et la grosse équipe de l'époque qui fracassait tout le monde, Liborio, Amaury Bitech aussi, enfin tous ces gars-là. Et j'arrive moi pour m'entraîner là-bas et je rencontre Jovan, un mec qui parlait français aussi comme moi. Je fais tu savais pas, c'était pas prévu, c'est. Je veux dire, non, en fait on s'est retrouvés par hasard tous les deux au même cours. Et lui, il était resté là-bas, je crois, 1 mois et il s'entraînait tous les jours là-bas à la Carlson Gracie et du coup, on s'est vu régulièrement là-bas aussi. Donc, c'est toi qui as dirigé Hugo, qui a dirigé Gilles vers lui en fait en arrivant en Serbie ou c'est tout simplement parce que il y avait pas le choix, il y avait que lui. Bon, Guillet, ouais, il s'est mis tout seul hein, quand tu es arrivé là-bas. De toute façon, il y avait tout seul. pas trop le choix. Hein. Il y avait deux clubs, et tu sais, comme chez Saint-Dur Bleu, donc je me suis mis sous lui. J'ai dit à Hugo que j'allais habiter en Serbie, donc je me suis entraîné chez lui, quoi, c'est tout. Il y avait une super équipe déjà à l'époque, donc. Ah, il y avait déjà une grosse équipe existante. Ah ouais, en fait, ouais, c'était 2004. Il avait ouvert le club en 2000. Donc il y avait une grosse équipe. Hein. Ouais. Bon, maintenant il y a pas mal de gens qui sont partis, tout ça. À l'époque, il y avait au niveau de l'est de l'Europe, ils avaient une grosse équipe là-bas, des gros compétiteurs, des mecs solides, forts. Ouais. Mais tu vois, c'est un truc. Pardon. Mais c'est un truc qui est revenu plein de fois et je sais plus avec qui on en parlait là il y a pas longtemps. C'était avec Will Nicho, donc William Akai, excusez-moi, William Akai, donc du CFG, et qui nous disait oui mais voilà là-bas très gros niveau en Russie, dans les pays de l'Est et tout ça. Et une fois de plus, nous on est là pour apprendre, on est là pour voir, mais on voit aussi quand même sur le circuit IBJJF. Alors, c'est pas le circuit roi, mais alors allons aussi sur le circuit UAEJF ou quoi. C'est pas forcément les gens de l'Est qui ressortent quand même. À quel moment on dit que on parle d'un gros niveau dans un pays? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que c'est parce qu'il y a une grosse activité? Est-ce que c'est parce qu'il y a des maîtres? Est-ce que Non, je pense que déjà ils ont une culture martiale qui est pas la même que la nôtre. Ils sont très lutte, sambo. Donc déjà ils ont ce passé martial très dur, très rugueux, qui font partie de leur culture et de leur vie depuis des décennies, voire même des centaines d'années, tu vois. Mais je pense que il y a ça aussi qui fait.
Après, pourquoi on les voit pas plus en circuit BJJF? On commence à en voir. Des mecs comme Bardowski ou d'autres gars comme ça, tu vois, petit à petit des mecs qui arrivent. Mais j'ai pas Guillaume va savoir certainement répondre mieux que moi là-dessus parce qu'il a démarré là-dessus BJJ Eastern Europe justement pour parler du jiu-jitsu. On est entre professionnels ici, Hugo. Dans l'Europe, enfin dans l'Est de l'Europe, voilà. Et je sais pas si fondamentalement ils sont tournés vers les BJJF, mais je sais qu'il y a eu des fois des compètes, notamment en Russie où il y avait eu des super fights, etc., où il y a eu des très très grosses surprises, des mecs comme Jackson Souza ou des mecs comme ça qui sont fait finaliser par des Russes qui étaient inconnus au bataillon, et les mecs ça leur a fait drôle, tu vois. Donc voilà, pourquoi on les entend pas plus dans les BJJF? Est-ce qu'ils y vont ou pas? Guillaume, je te laisse. Moi, je pense que c'est un problème de moyens. Déjà, j'ai parlé avec beaucoup de gars, de champions de Pologne, de Russie, de pays comme ça, et c'est un problème de moyens. Pour eux, c'est difficile de pouvoir déjà voyager en Amérique. Par exemple, tu parlais du gars qui avait finalisé Jackson Souza. Il s'appelle Abdul Rahman Bilarov. Et lui, c'est un gars de Daghestan et ceinture noire. Et pour lui, c'est très difficile d'avoir un visa pour aller en Californie, tu vois. Donc lui, il fait plutôt les compètes à Abu Dhabi. Et puis le niveau de vie est pas le même. Donc, mais il a un gros niveau. 100 balles d'inscription, c'est pas facile c'est vrai. Partout. Ouais. Et par exemple, en Pologne, je me rappelle que IBJJF, ils avaient fait le premier tournoi IBJJF en Pologne, c'était il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans. Il y a seulement eu 150 inscrits. Mais par contre, pour le championnat national des Polonnes, ils ont 1500 inscrits. En fait, c'est un problème aussi parce que le championnat polonais, il coûte, je sais pas, 15 €. C'est non-profit, quoi. Donc, voilà. C'est pas pour faire des profits. Et le IBJF, il coûte $150, voilà. Donc, ça, le truc, c'est que, voilà, c'est plus une question de moyens et, comme il dit Guillaume, c'est qu'il y a une des plus grosses compètes en Europe de Jiu-Jitsu. C'est l'Open de Pologne. De Pologne, ouais. Où ils ont entre 1500 et 2000 inscrits, quoi. Est-ce que finalement, et alors là, pareil, Guillaume, on se tourne un petit peu vers toi, après que Hugo, en tant que professionnel, parce que c'est ce que t'es dans le jiu-jitsu brésilien, tu auras un avis évidemment, mais c'est Gil ou Gilles, ton prénom? Non, c'est Guillaume, mais bon, ici, il m'appelle Gil, c'est mon Gil, c'est pour ça, je voyais. Ouais. Parce que je voyais Gil, enfin, bon, bref, ok, on va rester sur Guillaume. On va rester sur Guillaume. Bon, après, il a un surnom que je vais pas dire parce que je sais qu'il aime pas. Non. On veut savoir. J'ai dit, je vais pas le dire parce qu'il aime pas. Attends, il a un surnom dans le jiu-jitsu. Longtemps celui-là. Ouais. C'est quoi? Je le dirai pas. Moi, je veux dire, c'est Gizmo. Gizmo. Pourquoi Gizmo? Gizmo. En fait, on avait un prof quand on était à Paris, il s'appelait Orla. Et c'était un Brésilien. Et il donnait des noms. J'en avais parlé dans le dernier podcast du Chute, voilà. Ouais. Il donnait des noms pourris à tout le monde, tu vois. Il y avait un gars qui s'appelait. Non, parce que Guillaume, il n'y arrivait pas. Je sais pas. Guillaume, il n'arrivait pas à dire Guillaume. Donc Guillaume, Gizmo, c'est venu comme ça. Ah, on a perdu Guillaume. Il n'arrive pas. Ouais. Guillaume, on t'a perdu quelques secondes là. Et son surnom, c'était Chien pourri. Ah, vous m'entendez là? Ouais, on a entendu chien pourri, mais on sait pas pourquoi t'en es venu là. Vous m'entendez? Donc je disais, vous m'entendez ou pas, le gars? Donc il y avait un gars qui s'appelait Sébastien le Bourgeois, c'est ceinture noire, et il avait son surnom, c'était Chien pourri. Ouais, donc il y avait des noms vraiment n'importe quoi. Tu vois. Ouais, c'est un gros truc brésilien, ça. Chien pourri. C'est sympa quand vous vous sentiez soutenu dans ton club. C'est bien. C'est bien, classe. T'avais envie de venir t'entraîner et tout, c'est chaud. Voilà. Et donc ma question un petit peu. Ma question en fait, c'était un peu, est-ce que finalement, alors ça revient un peu souvent, mais est-ce que finalement, si vraiment certaines personnes de ces pays-là peuvent créer des surprises, des choses comme ça, est-ce que finalement c'est pas se couper un petit peu d'une partie on parle des championnats du monde, on dit que les championnats du monde, le seul qui compte, c'est celui à Los Angeles, sous IBJJF. Finalement, est-ce que c'est vrai en fait? Parce que
d'après ce que j'entends, et vous n'êtes pas les premiers à le dire, c'est pour ça que, et là en l'occurrence toi, Guillaume, t'es vraiment au cœur du truc. Vous n'êtes pas les premiers à le dire, et que le niveau dans les pays de l'Est, en Russie, dans les pays de l'Est, il est très très haut, très très dur. Ces gens-là auraient peut-être tout simplement une chance contre des gars qui envoient très fort en finale du BGGF à Los Angeles. Oui, moi je pense qu'ils avaient une chance, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fédérations aussi. Donc, par exemple, il y a les Russes, je pense qu'ils font beaucoup plus de compètes de la fédé de lutte, non? C'est le UWW. Mais ça, à la limite, ça c'est le résultat. C'est-à-dire que le résultat, c'est que IBGF est trop cher, c'est trop loin, c'est une galère d'avoir les visas. Mais moi, ma question, c'est finalement, et alors là, j'en connais notamment Alexandre Campos qui va s'arracher les cheveux. Est-ce que la finale IBGF des Worlds à la Walter Pyramid vaut quelque chose en fait, sachant qu'on se coupe de ces gens-là? Bah, moi, je pense que oui, quand même. C'est les meilleurs qui sont là-bas. Tous les meilleurs sont pas là, sûr, parce qu'on le sait très bien. Moi, j'ai un exemple tout bête là-dessus. Bon, c'est pas un mec des pays de l'Est. Je vais juste parler de Leandrolo, qui maintenant est très connu. Mais à l'époque, Leandrolo, il est arrivé directement. Personne n'avait entendu parler de lui parce qu'il n'avait jamais fait les Europes, il n'avait jamais fait les Brasileiros, jamais fait des mondiaux, etc. C'était l'époque où Michael Langui, il gagnait tout en lévé à l'époque. Et un jour, moi, ça fait un petit moment que j'entendais parler de je me rappelle de ça. Et un jour, aux mondiaux, personne n'avait jamais entendu parler de Leandrolo. Ok. Il réussit à avoir son visa parce qu'il n'avait jamais réussi à avoir de visa pour aller au championnat du monde. Il réussit à avoir des sponsors pour y aller. Le mec, il arrive, il fume tout le monde, y compris Michael Langui. Et là, grosse surprise. Donc, si tu veux, ce genre de mec-là, il y en a. Et je suis sûr qu'il y en a des dizaines dans le monde. Tu vois. Mais malheureusement, c'est toujours une question, on le sait, de moyens, de visa. Et je pense qu'effectivement, pour les mecs de l'Est, c'est la même chose. Mais oui, mais sauf que là, on parle de tout un fonctionnement de pays. C'est quand même pas vraiment la même chose de me dire il y a des gens, alors, et j'aime pas ce mot-là, mais il y a des gens plus pauvres, si tu veux, qui ont moins les moyens. J'aime pas utiliser le mot pauvre, mais qui ont moins les moyens et qui vont pas réussir à se déplacer, à s'inscrire, à tout ce que tu veux. Mais là, on parle carrément de pays qui se coupent d'une habitude. Tu vois ce que je veux dire, d'après ce que dit Guillaume, c'est 150 inscrits. Enfin, je veux dire, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment c'est une question de moyens. Culturellement. Oui, mais donc voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un peu un souci finalement et une volonté de se couper? Alors là, on va rentrer dans la polémique, mais de dire que finalement des gens qui auraient un background qui pourraient venir concurrencer des Brésiliens, des Américains, des choses comme ça, quelque part en faisant ça, c'est clair qu'ils le feront jamais. Ils viendront jamais. Alors, moi, je vais te dire, je vais revenir. Regarde, tout bête, le judo. Pourquoi? À ton avis, tu crois que le judo a interdit d'aller chercher les jambes? C'est pour contrôler les Russes. Les lutteurs, bien sûr, ça c'est sûr à 100%. C'est à cause des Russes, bien sûr. Voilà. Donc c'est pas complètement fou. Donc c'est pas complètement fou ce que je dis quand même. Ouais, bien sûr. Après, l'IBJJ, je pense qu'elle pense d'abord, on le sait tous, elle pense pécuniairement parlant. Bah ouais. On le sait. Et le problème, c'est que je me demande si dans leur tête, ils font la part des choses par rapport aux différents pays où ils veulent s'implanter et où ils veulent développer leurs Open. Et des fois, je me pose la question, parce que dans n'importe quel Open en Europe, le prix, c'est toujours $100. Comment tu veux faire payer ça? Alors déjà, même en France, on le sait très bien que les gens ils crient au scandale à chaque fois, on le sait, c'est les prix des BJJF, on le sait, tu le fais ou tu le fais pas, ça c'est chacun, t'as les moyens, t'as pas les moyens, tu le fais parce que t'as envie de le faire ou tu le fais pas, même si t'as les moyens, t'as pas envie de le faire, bref, après ils ont leur politique à eux, ça reste la référence, mais effectivement dans des pays qui sont qui ont moins de moyens que nous, rien que te déplacer, aller dans la ville, avoir l'hébergement, ton inscription, t'en as pour 400-500 euros. N'importe quel Open en Europe, c'est ça. Pour une personne seule, c'est 400-500 euros. Ouais.
Mais d'un autre côté, tous les compétiteurs russes ou de l'Europe de l'Est, ils vont tous faire les Europeans. Donc c'est là qu'on peut voir leur niveau, tu vois. Et est-ce qu'ils Mais gagnent même, aux Européos même, Est-ce qu'ils gagnent bah, ça arrive plusieurs fois en ceinture bleue et violette il y avait des gars de l'Europe de l'Est qui ont gagné. Hein. Donc voilà, mais bon, ça c'est les ceintures bleues. Et ils sont où après? Bah, après ils montent en ceinture, mais bon, c'est vrai que tu vois, une fois arrivé à la noire, il y a un gouffre, il y a une différence de niveau énorme, tu vois. Donc moi je pense quand même que les championnats du monde à Los Angeles ou même à Abu Dhabi, ça montre c'est le vrai niveau, quoi, tu vois. Les meilleurs sont là-bas. Mais en ceinture, qu'on appelle ça, like lower belts, je pense qu'on peut avoir des grosses surprises. Mais tu vois, je pense pas qu'il y a un russe ceinture noire de jiu-jitsu brésilien qui peut battre Buchecha en kimono. Je pense pas qu'il y en a, quoi. Tu vois, ou polonais. Ils ont pas ce niveau-là, tu vois. Et je te parle, j'ai fait déjà des compétitions en Russie. J'étais à Moscou là-bas. J'ai fait le IBJF Open, j'ai passé 6 jours à Moscou, je me suis entraîné, donc j'ai vu un peu le niveau. Il y a des bons gars, mais bon, c'est pas le niveau élite, tu vois. Ouais. Non, je pense que les meilleurs athlètes, les meilleurs athlètes russes, ils sont au judo, au sambo, en lutte, tu vois. Et les gars qui font du jiu-jitsu brésilien. Ouais, voilà, les mecs qui font du jiu-jitsu brésilien, c'est comme ça, mais c'est les amateurs qui adorent ce sport. C'est comme nous. Tu vois. Voilà, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un super toi, alors... Ouais. Dis-moi. Ah, je veux dire qu'il y a un super potentiel physique ici. Les gars, c'est des spécimens. Tu vois, non. Moi, j'habite ici depuis longtemps. Il y a que des lourds. Tu vois, ils sont super athlétiques, tu vois, super forts, agressifs aussi. Enfin, maintenant, j'habite ici depuis tellement longtemps que je suis déjà habitué, tu vois. Mais, et justement, voilà. c'était un peu à ça que je venais. Comment c'était? Parce que t'es arrivé quand même avec Hugo, tu vois, même si on sait à quel point Hugo peut être relou à l'entraînement. Mais j'imagine que c'est. Bah, je peux dire, j'ai une histoire. Quand je suis arrivé ici la première fois, j'étais en vacances. C'était en 2003. J'étais ceinture bleue. J'étais allé à l'école de Yovan, le ceinture noire. Et donc je connaissais cette personne. Il me dit, ouais, donc Yovan, il me présente. Il dit, ouais, c'est mon ami de France. Soyez gentil avec lui, tout ça. Et j'ai tourné, ils ont essayé de me tuer. Et après, j'ai demandé, j'ai dit, mais Yovan, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vécu ça. Il m'a dit, ah, tu sais, Guillaume, ils ont fait la guerre. Mais genre ça veut dire quoi un peu agressif? Voilà, genre ça veut dire quoi un peu agressif? Vraiment, avec des mots. Parce que t'es quand même pas. Alors, après c'est difficile, on te voit pas. C'est des bourrins. T'es quand même un beau bébé, t'es quand même un morceau. Ça veut dire quoi être agressif avec toi? Ouais. Bah, juste super agressif, tu vois, c'est les gens des mecs, ils sautent dessus, ils font des guillotines, sauter, tout ça. Mais ça, c'était en 2003, tu vois, maintenant ça a changé un peu. Et surtout, moi, j'ai 3 académies ici à Belgrade. D'accord. J'ai à peu près 250 élèves. Et je peux dire que dans mon académie, ils sont pas comme ça. Hein. J'ai bien, genre, comment on peut dire, comme éduquer un peu, vraiment de respecter tout le monde. Tu sais, on a beaucoup de gens qui viennent, qui passent s'entraîner chez nous, beaucoup d'étrangers qui viennent. Et je peux dire que personne se fait attaquer à l'entraînement, tu vois. Donc, j'ai un peu, je leur montre un peu le système, comme en France un peu, tu vois. Et pourquoi il y a des académies où c'est encore un peu plus chaud? Il y en a. Mais tout le monde ici, on a une super communauté de jiu-jitsu brésilien. Alors, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraîne ensemble, tu vois. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelques académies, ils sont pas méchants, mais ils sont un peu agressifs, quoi, c'est tout. C'est bon. Mais c'est pas méchant. Toi, t'es Kimura Nova Union, hein, c'est ça? Non, Kimura, c'est juste Kimura. Ça n'a rien à voir avec Nova Union. Ah, rien à voir. C'est pas Kimura Nova Union, toi? Non, c'est Kimura Tropa d'élite. C'est pas pareil. Ça, Madeleine, exactement. On est sous Tropa d'élite. Ah, mais racontez-nous alors. Vous êtes quand même encore des copains. Bah, ça fait. On a toujours été des copains. Ah, mais je savais pas que c'était Tropa d'élite. En fait, là, pour t'expliquer, pour les gens qui connaissent pas, Tropa d'élite, c'est mon équipe, mais c'est le nom de mon association. Voilà. Donc, si tu veux, les gens qui veulent être sous moi, on va dire ça comme ça, affiliés entre guillemets, parce que moi, il y a pas de contrat, il n'y a pas de sous, il n'y a rien du tout. Enfin, moi, c'est vraiment des gens. Un peu là, tu fais ta pub un peu. Hein. Non, mais moi j'explique comment je suis parce que après chacun est différent, tu vois, mais si tu veux,
parce qu'avant, quand j'étais chez Alliance, parce que je suis resté à Alliance pendant 11 ans, de ma ceinture blanche jusqu'à la noire, jusqu'à mon deuxième dan, si tu veux, le système n'est pas du tout le même. Chez Alliance, tu as une affiliation, c'est ce qui m'a fait partir de chez Alliance notamment, parce que tu as une affiliation avec un contrat, tu payes tant par mois, tu payes plein de choses, etc. Et moi, j'avais à l'époque une 10 ou 11 clubs Alliance en France. Tu vois. Et quand moi je suis parti d'Alliance, tout le monde est parti en fait. Et justement, je voulais pas reproduire le même schéma. Donc voilà. Donc si tu veux, c'est pour ça que maintenant, moi la Tropa d'élite, j'ai mes élèves ceinture noire ici dans le sud de la France qui ont leur club qui sont sous la Tropa d'élite. Et après j'ai un club en Allemagne et Guillaume aussi en Serbie, qui lui aussi a des clubs en Bosnie, en Turquie. Et si tu veux, voilà. Et si tu veux, en fait, chaque club a son propre nom. Ça, j'y tiens parce que justement, je veux pas que ça soit parce qu'avant, quand j'étais chez Alliance ou comme on retrouve maintenant Gracie Barra notamment, Gracie Barra Paris, Gracie Barra Rennes, Gracie Barra je sais plus où. Donc voilà, moi je veux que chacun ait son identité et chacun a son nom de club. Donc le nom du club de Guillaume c'est Kimura. Et il est sous la coupe de l'association Tropa d'élite. Donc, si tu veux, quand on fait des compétitions internationales, ils ont le choix. Ils ont le choix ou de rester sous le nom Kimura ou d'être sous le nom Tropa d'élite. Donc, ça évite déjà de tous les gars de se rencontrer. C'est comme ça que toutes les grosses équipes font en fait. C'est un système qui fait que si tout le monde est sous la même coupe, tu peux pas te faire rencontrer tes élèves dans les premiers tours. Ils peuvent se rencontrer qu'à la fin. Donc voilà. Et donc, c'est toi qui as donné ta ceinture noire, tu l'as reçue d'Hugo? Non, j'ai reçu de Jovan en 2013. Vous faites des petits mix un peu, hein, quand même, tous les deux. On s'arrange un peu, c'est pas. Mais non, c'est pas ça, c'est que. Alors, non, ça le sent, truc, c'est ça que. sent la magouille quand même. Quand même, ça sent les Illuminati, tout ça. Je suis un peu désolé, mais. Ah non, mais c'est tout simple en fait. Donc, il a reçu la ceinture bleue à Paris avec moi. Voilà. Donc après il est parti donc s'installer en Serbie. Il est revenu, je lui ai remis sa ceinture violette à Paris, dans mon club que j'avais, le club Doménil. Donc je lui ai remis sa ceinture violette à Paris. Et après donc il est reparti en Serbie où là il a reçu sa marron et sa noire avec Jovan. Et ensuite, Jovan était parti aux États-Unis avec son fils, etc. Il est parti à Las Vegas. Il s'est installé là-bas. Ah ouais. Il m'a laissé avec une autre ceinture noire pour reprendre son académie ici, mais bon, il venait une fois par an et tout le monde partait, tu vois. Tout le monde s'est cassé. Et, elle n'existe plus cette académie en fait. Elle existe encore, mais il reste, je sais pas, une vingtaine de personnes, tu vois. Oui, donc je me suis retrouvé avec avec quelques ceintures blanches, tout ça, et voilà. Donc je me suis dit, je vais ouvrir mon propre truc, toujours sous Jovan, mais voilà. Et après ça marchait plus. On t'entend plus trop, Guillaume. Ça coupe. Voilà, c'est normal. Vous m'entendez maintenant? Ouais, oui. Ça a coupé un peu tes dernières phrases. Non, parce que j'ai reçu un message, c'est pour ça. Wow. Donc en fait, qu'est-ce que je disais? Donc Jovan, il est parti, il s'est installé en Amérique et on est totalement en contact. Donc j'avais besoin d'avoir un mentor, tu vois. Donc je me suis remis avec mes racines, tu vois, avec Hugo. On s'est remis en contact et voilà. Et depuis 2014, on est ensemble, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je sais pas, Hugo, à quel point tu vas souvent en Serbie, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Vous vous appelez pour mettre au point ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis toujours resté en contact avec Guillaume partout dans le monde où il était. C'est notamment grâce à lui que je suis dans l'immobilier maintenant, entre autres. Mais en fait, on s'est toujours appelé régulièrement depuis toujours, même s'il était plus sous moi entre guillemets, même quand il était en amitié en fait. En Serbie. Voilà, on a une amitié qui date depuis 2001 et en fait, il m'a toujours appelé pour me demander conseil, pour faire ci, pour faire ça. Donc moi, j'ai essayé de lui donner les meilleurs conseils possibles, puisque je pensais être juste. Et voilà, et du coup, maintenant, voilà, on est revenu à être ensemble. Même si avant il était plus avec moi, on est toujours resté en contact et on s'appelait régulièrement.
Et maintenant, ce que ça signifie, c'est que je vais au moins une fois par an là-bas. Pour avoir Ah un oui, peu voilà, de quand suivi même, de- d'accord, ok. Oui. On s'appelle régulièrement, de toute façon. On s'appelle une fois par mois, un truc comme ça, une fois tous les 2 mois. On s'appelle régulièrement. Moi, je vois, de toute façon, on voit le travail qu'il fait, puisqu'on a une page aussi en commun, nous, à tous les clubs de la Tropa d'élite dans le monde. Une page en commun sur Facebook. Donc, moi, je vois le travail qu'il fournit là-bas. Et puis, voilà, une fois par an minimum, je vais dans son académie pour donner un petit stage et puis pour voir comment ça évolue, quoi. Parce qu'il y a un truc quand même qu'on peut dire, Guillaume, c'est que tu es quand même un gars ultra actif. Alors on va venir à BJJ Eastern Europe quand même, on va y arriver, mais parce que donc tu dis que tu as des clubs en Pologne, en Serbie. Non, pas en Pologne. J'ai 3 clubs en Serbie, j'en ai un à Sarajevo, en Bosnie, En Bosnie et en en Turquie. En Turquie, ouais. Comment alors où tu vas dans ces clubs Je donne des stages là-bas. et tu travailles aussi Je travaille aussi, ouais. Tu dors et des fois? BJJ Eastern Europe. Je dors pas beaucoup. Comment t'es arrivé dans le jiu-jitsu brésilien? Qu'est-ce qui fait? Parce que là, on parle vraiment plus que d'une passion. Je veux dire, avoir des clubs dans différents pays. C'est ma vie, ouais. Comment tu y es arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu parler du jiu-jitsu brésilien avec la fameuse cassette, là. C'est le La fameuse- UFC 2. FC2. Donc c'était en 95, 96, j'avais vu ça. Et j'habitais à Londres à l'époque. Donc j'ai cherché une académie là-bas, il n'y avait rien à l'époque. Roger Gracie il était pas encore arrivé. Et en 97, je suis reparti habiter aux Philippines. Et aux Philippines, il y avait une ceinture bleue. C'est un Philippin américain. Et c'était un élève de Rorion Gracie en Et Californie. il avait ouvert un petit truc comme ça. Il avait ouvert Gracie Jiu-Jitsu Philippines. Donc je me suis entraîné, quelques mois chez lui. Et donc je regardais tous les UFC sur toutes les cassettes, tout ça. Je faisais aussi du judo. Et en 99, j'ai commencé mes études à Paris. J'étais dans une école de commerce franco-américaine. Et dans le 15e, j'étais juste à côté du temple des arts martiaux. Donc c'est le 2 jours de Grenelle maintenant. C'est Grenelle, là, c'est ça, sur le quai de Grenelle. Là. Ouais. Mais je devais commencer en 99. Mais tu sais, quand j'étais en première année de fac, je voulais un peu faire la fête. Et j'ai juste commencé formellement, je vais dire en 2001, que j'ai vraiment fait la fête pendant 2 ans. Tu as commencé en 99, tu dis non, je suis à Paris. Ouais. Tu t'es dit, je suis à Paris, il y a des bars et des meufs. Le problème, c'est que je suis venu je suis venu. Non. Ouais, exactement. Donc, je voulais un peu en profiter, tu vois. Mais le problème, c'est que je suis venu pour voir un cours en 99 et ma faute, c'est que j'ai pas fait le cours, j'ai pas mis de kimono, j'ai pas fait le cours, tu vois, je suis venu pour regarder. Et je voyais des mecs par terre en kimono, j'ai dit, putain, c'est quoi ce truc? Mais quelle était la différence entre ça et ce que tu avais fait aux Philippines? Donc, j'ai pas déjà fait aux Philippines. Ouais, j'avais fait aux Philippines, mais c'est juste que je voulais un peu faire la fête. C'est ça le problème, tu vois. Et donc, t'attends 2001, Ouais, c'était donc attends, on donc j'ai commencé plus. Dao, tu connais il y a Dao. un Ouais, petit ça va, décalage. Dao. Ouais, vous m'entendez là maintenant? Ouais. Ok. Ouais, donc en premier cours, il y avait Dao, il y avait Hugo, il y avait Pank, il y avait Jean-Louis Mbongo. Je sais pas si vous connaissez Kassim Anan. Ouais, bien sûr. c'était- Maintenant, on c'était en a là. entendu parler. Le fameux Kassim. Il y avait qui d'autre que vous pouvez connaître? Mohamed Tozagan. Rabahi. Ouais, Michael Tozagan, Mohamed Rabahi, Sébastien Val, donc tous ces gars, c'est tous des ceintures noires maintenant. Et j'ai tourné avec Hugo, et il a failli me péter le bras, quoi. Il m'a fait une jugie. Ouais, et je me suis fait, j'ai tapé au moins, je sais pas, 15 fois. Et je me rappelle, j'ai pris le métro pour rentrer chez moi à ligne 6, là, je me suis dit, putain, mais il faut vraiment que j'apprenne ce truc, quoi. C'est vraiment que je me mette à fond dedans. Et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté, quoi. Je me suis entraîné tous les jours. J'ai ma ceinture bleue après, je sais pas, 8 mois. C'était assez rapide, hein. Mais je connaissais rien, hein. J'allais faire une jugie, je bossais qu'en force, tout ça, donc voilà. Et après, c'était l'été 2002, on est partis tous au Brésil en vacances. On était une quinzaine de Français, là.
Donc, il y avait Hugo, tout le monde ici. On était là-bas pendant. Moi, je suis resté 3 mois là-bas. C'était les meilleures vacances de ma vie. On a fait le mondial tous ensemble. Hein. Et dans ma KT, c'était un truc de ouf. Je suis ceinture bleue. Ah, t'as été faire les mondiaux après 8 mois de jiu-jitsu, quoi. En fait, je voulais pas les faire. Moi, je me suis dit, ouais, je vais aller au Brésil, je vais m'entraîner 1 fois par jour, je vais aller à la plage, rencontrer des meufs, faire la fête. Ouais, allez, comme ta vie étudiante. Tranquille. Comme ta vie étudiante. Et voilà. Et voilà, il me dit, non, demain, tu fais les mondiaux, t'es déjà inscrit. Je suis comme, quoi? Déjà inscrit? Merde. T'avais pas le choix à l'époque, tu faisais au Brésil, tu faisais les mondiaux, t'as pas le choix, c'était comme ça. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé? Très très mal. Hein. J'ai fait un combat, je me suis fait exploser 10-0, après j'ai tapé. Mais un truc de ouf. Mais un truc de ouf, c'est que dans ma KT, en ceinture bleue, j'explique, il y avait Braulio Attends, ça coupe. Estema, il y avait Vinny Magalhães, il y avait... Redis. Ouais, vous m'entendez? Ouais, on a entendu Braulio Estima. Ok, dans ma KT en ceinture bleue, il y avait Braulio Estima, Vinny Magalhães, il y avait Rodrigo Cavaca. Il y avait que des monstres, tu vois. Donc, mais à l'époque, ils étaient pas connus. Ouais, non, ceinture bleue, non. Tu vois? Ouais, il y avait que des monstres. Mais est-ce que tu t'es vraiment donné les moyens de cette victoire? Est-ce que vraiment t'as été... Non mais les gars, faut comprendre aussi, nous on est venus en tant que Français, qui s'entraînaient depuis, touristes, qui s'entraînaient depuis 1 an, et on rencontrait des champions brésiliens, ceinture bleue, tu vois, qui devaient se qualifier. Il fallait se qualifier pour faire les mondiaux. Tandis que nous, on venait en touriste, donc c'était même pas le même niveau, quoi, tu vois. Et ça se voit parce que maintenant, ces gars-là, c'est des multiples champions du monde, tu vois. Et toi, après, alors avec la compétition? Moi, je fais de la compétition tout le temps, mais bon, j'ai niveau loisir un peu plus, tu vois. Je suis prof, tu vois, mais je suis pas. Moi, je pense que mon meilleur résultat, c'était IBJJF Europeans en ceinture marron, Master 1, j'ai fait 3e, tu vois, ça c'était mon meilleur résultat. Donc c'est pas pourri non plus, mais bon, voilà, tu vois. Non, c'est loin. Après, l'an dernier, j'ai gagné moi je suis Master 2, mais j'ai gagné en Master 1, ceinture noire premier. J'ai battu 2 Brésiliens, tout ça. Mais tu vois, ouais, ça va, mais j'ai pas le niveau, j'ai pas très haut niveau, tu vois. Donc. Et donc, tu t'es dit, alors comme je serai jamais un champion, tout ça, je m'implique et je crée le plus gros, alors blog, on dit blog, hein, le plus gros blog jiu-jitsu brésilien, européen, je pense, pas mondial, mais européen. Je vais vous dire, les stats. Question, hein. Je sais pas. Je vais vous dire les stats plus tard. Je vais dire les stats, mais bon. Alors raconte-nous. Non, balance les stats, vas-y, on veut savoir là. Vous allez être surpris des stats. Ça reste entre nous. C'est intéressant les stats. Ouais, ça reste entre nous. Personne nous écoute. De toute façon, c'est en français, donc. Non, alors en termes de stats. Allô. Eh ben voilà, on le méritait pas. On le méritait pas. Presque. Guillaume, on a le double de flow grappling. Attends, Guillaume, il faut tout que tu reprennes. Ouais, en termes de stats, et ça a coupé. Donc on ne sait pas. T'as dit c'est bâtard de flow grappling, c'est ça que tu disais, hein, on est d'accord, hein, c'est ce qu'on a entendu. Donc, en termes de. Ah mais. Guillaume, ça marche pas? Hein? Non. Ça fait la 2e fois que ça marche pas quand tu veux nous sortir les stats. Parlons d'autre chose, on y reviendra. Dans ce cas-là, je vais rien dire alors, c'est bon. Tant que tu parles pas de stats, c'est bon. Troisième essai. Donc en termes de stats, on a le double de flow grappling. Okay? Mais non. Si. Et on a 3 fois plus que Jiu-Jitsu Times. Ouais. Mais c'est-à-dire 3 fois plus de visiteurs uniques, 3 fois plus de quoi? De gens qui en parlent, de stickers, non, en termes de monde. Non, c'est page views. Ah ok, impressionnant. Ouais. On a presque 2 fois plus que flow grappling. On a à peu près 1 million. On a plus de 1 million de visiteurs par mois. Et j'en base sur il y a un site qui s'appelle similarweb.com et là-bas tu peux taper tous les sites du monde et tu peux voir leurs stats en fait. Voilà. Alors comment
Parce que vous diffusez pas de. Alors, explique-nous ta vision de BJJ Eastern Europe. Comment c'est né, pourquoi tu l'as amené, et surtout, comment t'as amené ça? Parce que, donc, je doute pas que, en plus du fait que tu sois quelqu'un d'hyperactif, t'es sûrement quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais arriver, non mais parce que je te le dis, hein, Flow Grappling c'est quand même pour nous le média numéro 1. C'est quand même le média qui diffuse des combats. Comment tu peux être 2 fois le nombre de visites? C'est très simple. C'est très simple. On n'aura pas la réponse non plus. Leur site se base sur les résultats. Leur site se base sur les résultats des compétitions, des super fights. Mais je veux dire que tout le monde s'en fout de ça, tu vois. Les gars qui lisent les sites de Jiu-Jitsu, les gars qui lisent le site de Jiu-Jitsu, ils sont tapent des résultats de Fight to Win où il y a, je sais pas, Travis Stevens qui a combattu Yuri Simões, le résultat du match. Toi, tu penses que les gens, ça s'en foutent? Les gens, les mecs qui lisent le site de Jiu-Jitsu, ils veulent lire des articles sur le lifestyle, tu vois, genre, pourquoi est-ce que ma garde, elle est nulle, tu vois, genre, ou pourquoi, qu'est-ce qu'on fait dans l'académie quand il y a un mec qui te casse les couilles, des trucs très très bêtes, quoi, tu vois. Ou sinon, s'il y a une fausse ceinture noire, tout le monde clique dessus, tu vois. Ça, c'est les articles viraux, et je veux pas de ça, c'est par expérience, tu vois. Parfois, tu sais, j'ai des super articles sur quelqu'un qui est trisomique qui fait le jiu-jitsu. C'est triste, mais personne clique dessus, tu vois. Tout le monde s'en fout, tu vois. Et après, je fais un article tellement con sur une femme ceinture noire, la finalisée, je sais pas quoi, et tout le monde clique dessus, tu vois. Hier soir, j'ai fait un article sur Alicia O. C'est une femme ceinture noire de Jean-Jacques Machado. Elle a finalisé un acteur porno. Tu vois. Et le site allait super viral. Ah là, t'as tous les mots-clés qu'il faut, quoi. Mais moi j'ai une question. C'est des articles qui te plaisent, ce que tu écris, ou c'est parce que tu veux que les gens viennent? C'est les deux. Enfin, moi, c'est pas important que ça me plaise ou pas. C'est juste que. Alors, je suis désolé, mais par exemple, si tu veux, prenons l'exemple de Castagne FM. Je vais pas parler de quelque chose qui me fera pas marrer. Castagne FM n'a pas de but commercial. On est là pour faire plaisir aux gens, pour faire découvrir des gens, pour faire découvrir des gens, des acteurs, tu vois. Je me forcerai pas à faire quelque chose qui me plaît pas, qui m'intéresserait pas, sous prétexte que ça ferait plus cliquer, en fait. Quelle est ta volonté avec BJJ Eastern Europe? Tu gagnes de l'argent? Tu gagnes ta vie avec? Ouais, je gagne ma vie avec, bien sûr. C'est avec ça qu'il gagne sa vie, en fait. Bien sûr, voilà, fin de la question, quoi, très clairement. Ah bah oui. En fait, BJJ Eastern Europe, il faut le prendre comme c'est un site de jiu-jitsu généralisé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir parler et de résultats comme tous les autres font, entre guillemets, mais lui, il va plus loin, il va parler on va dire presque de tout et n'importe quoi dans le jiu-jitsu. C'est presque le tout, exactement, c'est lifestyle, tu vois. On a des articles sur les techniques, on a des articles sur des résultats de compétition, on couvre tout en fait. Vous êtes combien à BJJ Eastern Europe? Donc j'ai 5 journalistes qui bossent dessus, tu vois, et il y a moi en fait. Donc, non, c'est bon. Ok. Donc on est 6 en tout à travailler dessus. Voilà. Et alors après on rentre peut-être dans des choses qui t'intéressent, que tu n'as absolument pas envie de dévoiler tout ça, mais c'est intéressant quand même d'avoir le derrière de BJJ Eastern Europe. Ce sont des gens qui sont payés, que tu rémunères, ou c'est des gens qui sont rémunérés à la pige, et puis ils font ça en plus du reste, ou est-ce qu'on a affaire à une vraie Non, c'est plutôt amateur, c'est pas comme Flow Grappling. Flow Grappling, ils ont une équipe bien rodée, ça. C'est des professionnels. Chez moi, c'est des gars que j'engage. Il y en a qui sont mes élèves. Et sinon, il y a aussi des gars en Amérique, au Brésil, qui écrivent, qui donnent des résultats.
Il y a beaucoup de. On couvre aussi quand il y a une rumeur, tu vois. Donc, dans des trucs que Flow Grappling, ils vont pas couvrir. Par exemple, s'il y a une rumeur qu'il y a un gars qui va se faire attraper pour dopage, souvent, nous, on fait. Par exemple, quand Paolo Miao, il a été attrapé pour dopage, il s'est fait attraper, je crois que c'était en décembre. Et nous, au mois de septembre, on avait déjà dit comme there's a rumor that Paolo Miao is gonna get. Est-ce que tu sais j'avais déjà vu. Est-ce que tu sais qui a fait le compte Instagram BJJ Stéroïde? Non, je sais pas qui c'est. Ah, c'est lui, Jérémy, on l'a grillé, c'est toi. C'est toi. On le dira pas. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. On le dira pas à tous. Tu penses que j'ai le temps pour faire ça, moi? Non, c'est un gars qui était en Californie. Oui, américain. évidemment. Je dirais ça si c'était moi aussi. Moi aussi, je dirais pareil. Je dirais il est en Californie. Par contre, j'aimerais bien savoir c'est qui BJ Scout. Ouais. BJJ Scout, voilà. je connais pas. Ouais, mais en fait, BJ Eastern Europe, j'ai commencé ça, c'était en 2012. C'était avant. Celui avant BJJ Eastern Europe. Tu connais pas BJ Scout? Oh, c'est. Mais non, c'était après. Ben c'est ça. BJ Eastern Europe, j'ai commencé en 2012. J'ai commencé en 2012, j'ai commencé. Et à l'époque, c'était un blog. C'était un petit blog, j'ai commencé comme ça. Et ça a pris de l'ampleur tout seul. Et après un an, c'est devenu énorme, quoi. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que c'était un site ça a été le premier en fait qui a parlé du jiu-jitsu dans les pays de l'Est, justement. C'est le premier à commencer à parler justement des pays de l'Est au niveau du jiu-jitsu, parce que personne s'y intéressait, personne connaissait quoi que ce soit, il n'y avait pas de médias de diffusion quoi que ce soit. Donc ça a été le premier à en parler, et c'est vrai que ça a fait un boom très rapidement. Mais BJJ Scout, quand tu parles de BJJ Scout, parce qu'attends que je sois bien sûr, c'est le truc de technique, un petit peu comme ferait BJJ Fanatics, on est d'accord? Ouais. Non, c'est pas comme BJJ Fanatics, c'est un site d'instructionals. Donc, c'est un site qui vend des instructionals. Tandis que BJJ Scout, c'est une chaîne YouTube. Et c'est un gars qui habite, en Asie. Mais il veut rester comme inconnu. D'accord, ok. Bon. C'est son truc. Lui, c'est de l'étude de technique de combat. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme a fait récemment, je sais pas si vous connaissez, un de mes élèves qui maintenant est en ce moment à Paris, Danny Plat, qui a fait, pareil, on a vu là sur les dernières publications, il a fait l'étude de Lucas Lepris, et aussi sur la garde de Espen et les Norvégiens. Là. Les Norvégiens, il a fait des études là-dessus. Voilà. Langaker. Voilà, Langaker. Donc il a fait deux belles études là-dessus. Donc en fait, BJJ Scout fait ce genre de travail où il explique, tu vois les vidéos avec là il met son pied là il a son crochet ici, etc. Donc c'est pas le même travail que notamment BJJ Fanatics, où lui c'est vraiment c'est Bernardo Faria qui est derrière. C'est Bernardo Faria qui est derrière BJJ Fanatics, qui fait que de l'instructionnel. D'accord, ok. Ouais, c'est Bernardo Faria et Mike Zanga, c'est son partenaire. Ils sont les deux. Ouais. Et toi, donc ton but, c'était vraiment uniquement, c'est déjà énorme, de l'info autour du jiu-jitsu brésilien. Exactement. Ouais. Donc ça a commencé, en fait, on était plus focusé sur l'Europe de l'Est, mais comme ça a pris de l'ampleur, on a commencé à vraiment couvrir un peu tous les pays. Ouais, mais c'est un truc de. Qu'est-ce qui fait que Castagne FM prend pas d'ampleur? Alors donne-nous tes conseils. C'est très simple, c'est en français. C'est en français, c'est pas ça le problème. Déjà, je pense que là, je crois que c'est faux ce que tu dis. Mon pote, en France. C'est faux ce que tu dis. Voilà, en France, mais oui, après c'est en français, donc forcément. Non mais évidemment. Non mais en plus c'est pas vrai, c'est pour faire marrer Adrien et Hugo, parce que peut-être Guillaume, toi je pense que mais ça, en fait si c'est pas vrai, ça a pris beaucoup d'ampleur, donc c'est un peu pour rigoler que je disais ça, mais c'est vrai que le fait que ce soit pas en anglais, c'est impossible de dépasser les frontières, il y a même pas à discuter, c'est impossible. Impossible. Il y a France et Québec, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai, en plus, on a des gens. Alors, on a aussi des gens qui écoutent en Asie. Vous avez un bon retour en Québec ou pas, d'ailleurs, au niveau de Castagne? Alors, on le sait, on a des gens qui écoutent aux États-Unis, on a des gens qui écoutent. Alors, au Québec, il y en a. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a forcément, mais on a des gens à travers le monde. Mais c'est toujours des expats, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On va pas avoir.
d'étrangers, bon après qui pourraient parler français, hein, tu vois, ce serait pas fou, mais d'étrangers qui, on va pas avoir ça. Mais une fois de plus, si tu veux, je pense que Guillaume a raison en fait. Après, c'est une question de vision. Là, t'en gagnes ta vie. Je pensais que t'étais encore dans l'immobilier en fait. Hein. Excuse-moi, c'est pour ça que je t'ai posé. Mais non, j'ai grâce regardé depuis à longtemps. l'IVG, c'était Non, bah moi, je gagne ma vie. Mais par exemple, tu vois, Ouais, depuis longtemps, c'est bien un sûr. choix. C'est vrai que si demain Castagne FM vraiment on décide de lui faire prendre de l'ampleur, bah c'est vrai que forcément il y aura de l'anglais, il y aura de la couverture de Ouais, bien sûr. compétition, de choses comme ça. Et par exemple, c'est vous qui avez révélé un petit peu Claudia Doval dès l'arrivée, non? On est d'accord, c'est en Europe, hein. Alors, on Ouais, c'est ça, était ça. les premiers. Et c'est vrai que les voilà, premiers c'est un choix, c'est se dire, bah voilà, moi je vais fouiner, je vais chercher ce genre d'informations. Et c'est un choix, hein, c'est ni bien ni Ça, mal. c'est Hein. ma spécialité. C'est ma spécialité, ça. Je fouine. Je suis comme un Jiu-Jitsu investigator, tu vois. Donc, tu me donnes un détail, je vais tout trouver. Ah ouais, et raconte un peu, alors comment t'es arrivé là alors? Comment t'es arrivé à ce Ouais. truc de Claudia Doval? Comment t'as trouvé ça? Je ne me souviens pas. Non, j'avais vu non, c'est très simple. J'avais vu son interview sur YouTube et j'ai regardé et j'ai vu tout de suite, c'est quoi, elle parle de son expérience avec De La Riva et tout de suite j'ai fait boum, j'ai mis l'article tout de suite, quoi, c'est tout. Et j'ai mis un titre, Claudia Doval, nana, sexual abuse, boum. Mais est-ce que tu avais vérifié, parce que tu sais que ça a été, viral. je sais pas si t'as un peu suivi, je sais pas si ça fait partie de ton travail de suivre sur tous les réseaux, tout ça, je sais pas si t'as un peu suivi, mais en France et tout, je pense que ça a été une des publications, parce que quelqu'un l'a relayé, je sais plus qui c'était, une des publications les plus commentées, les plus, enfin tu vois, tournées et retournées, Ouais, non, que j'ai vu sur, tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand? T'étais sûr de ce que tu marquais? Qu'est-ce qu'il en est de cette information? Bah, pour l'instant, enfin moi je suis, mais Claudia Doval, elle a dit qu'elle allait le poursuivre en justice. Bon, on va voir. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as contacté, elle, avant, lui? T'as essayé vraiment de savoir ce qu'il en était? Ou tu t'es dit, vas-y, c'est bon, j'ai vu, allez hop, je vais. Mais non, j'ai pas contacté parce que j'ai vu qu'elle a fait son interview. Donc c'était une vidéo sur YouTube. Elle expliquait en détail tout ça. Donc j'ai mis la vidéo, j'ai fait Tu l'as juste relayé. j'ai paragraphé qu'est-ce qu'elle a écrit, tout ça, et j'ai fait l'article, c'est tout. J'ai juste relayé, voilà, exactement. Après, elle m'a contacté directement pour me dire non, il faut pas mettre que c'était sexual abuse. J'ai dit ouais, mais ah bon? C'était quoi alors? Parce que dans l'interview, elle avait dit ça. Elle n'a pas dit que c'était sexual abuse, mais elle avait dit qu'elle avait dit non. Elle a dit j'ai dit non, mais je pouvais pas l'arrêter, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, bon, bref. Mais ça, c'était un article qui a pris de l'ampleur, mais après, ça arrive tous les jours. Ça, par exemple, la semaine dernière, on a un article qui a explosé, c'était quand le combattant du UFC, là, Anthony Smith, quand il a eu le gars qui rentrait chez lui. Chez lui, ouais. Donc j'ai couvert ça, et j'étais le premier, c'est un truc de faux, j'étais le premier média qui a trouvé une vidéo du gars qui avait sonné à la porte, tu vois. J'avais trouvé ça, je sais pas, sur Twitter, et j'ai mis chilling images of the home intruder, tu vois, j'avais mis ça, et boum, ça a été ultra viral. Alors que c'est juste le type qui essaye de rentrer, il n'y a même rien de flippant vraiment dedans. C'est flippant parce que tu le vois, il sonne à la porte et il se met à crier, ah, comme ça. Tu vois ce mec-là chez toi à 4h du mat, tu flippes, hein. Tu vois. Donc là où tu as raison, et c'est hyper intéressant de l'entendre, c'est que même dans le jiu-jitsu brésilien, qui est un sport, qui est normalement on s'en fout de tout ça, on s'en fout de machin, le wording est hyper important. Moi je regarde beaucoup les sites comme CNN, BBC, parce que eux c'est des maîtres des headlines, tu vois. CNN ils mettent un headline, t'as tout de suite envie de cliquer dessus, quoi, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est mon école. Donc je regarde ça, je regarde les gros sites, CNN, tu vois. T'as pas peur un peu de, et alors tu me pardonnes mon expression, hein, parce que t'as pas peur à un moment quand même que ça tourne un peu putaclic? Comment ça? Tu sais, le côté, parce que c'est une expression, alors je sais pas comment mais tu sais, de dire tu sais, des gros titres pour être sûr d'attirer le chaland,
Et puis comme il y en a beaucoup, tu sais, sur tous les trucs qu'on peut trouver, les trucs complotistes, là il y en a des milliers qui sont passés avec le Covid, où t'as l'impression que, je me rappelle d'un truc, t'as l'impression qu'il y a un nouvel ordre mondial et tout machin, et tu cliques et en fait c'est juste une entente entre un tel pays et tel pays sur le truc, sur les envois de masques et des choses comme ça. Mais c'est tout, enfin tu vois, ça n'avait pas cherché plus loin. Mais le titre était tellement accrocheur, ils ont dû avoir, et en fait il y avait 3 phrases dans l'article, c'était même pas un article. Et si tu veux, je me suis toujours posé la question de et là vraiment c'est parce que c'est dans le jiu-jitsu brésilien et on se dit toujours qu'il y a une intégrité, si tu veux, dans le jiu-jitsu brésilien. T'as pas peur, mais à tort, hein, certainement à tort. T'as pas peur à un moment quand même de qu'on te le reproche, ou même de inconsciemment le devenir un petit peu pour être sûr d'être payé à la fin du mois? Bah, tu sais quoi, j'ai souvent des critiques, hein. Mais les gens, pour moi, toutes les critiques sont bonnes, tu vois. Donc, le plus important, c'est qu'ils parlent de mon site. Et tu sais, quand tu as du succès, tu as toujours des haters, tu vois. Ça arrive toujours, tu vois. Mais moi, par exemple, je reçois souvent des messages de gars, j'adore BJ Eastern Europe, je lis ça tous les matins, tu vois, merci. Je dis, excuse-moi, parfois j'ai des articles pourris, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois. Mais bon. Mais c'est pas. Les gens ils lisent ça. C'est pas ni bien ni mal en fait, hein, ce que je te demande. C'est vraiment ta vision à toi de ce que tu crées. Moi, par exemple, j'ai une vision très claire. Après, tu sais qu'on a une marque avec Adrien à côté qui s'appelle Kleenex. J'ai une vision très claire sur certaines choses. Si tu veux, je me dis, ça, on aurait pu faire différemment. Ça, je suis pas fier de ce truc-là. Tu vois, tu pourrais mais en même temps, il y a un moment où il faut manger. Tu vois, et c'est pour ça que c'est pas du tout ni bien ni mal en fait. Quel est ton ressenti sur certains articles où tu dis sexual abuse et où finalement la personne t'appelle et te dit attends, c'est pas ce que j'ai dit, Loulou, quand même. Hein. C'est intéressant quand même. C'est intéressant quand même. Tu sais, par exemple, il y a plusieurs années, on a fait des articles sur les fausses ceintures noires, tu vois. Et donc, j'en avais plusieurs. Et en fait, à l'époque, donc si jamais il y avait une rumeur, il y a un gars je sais pas, en Allemagne, qui est fausse ceinture noire. Et donc moi, je rentrais là-dedans, je faisais mes recherches, tout ça. J'appelais le gars, je demandais, je mets juste une question, je demandais, vous avez reçu votre ceinture de qui? Et si on voyait que le gars, il mentait, on faisait un article dessus, donc c'est vraiment comme to expose him, tu vois. Et plusieurs fois, j'ai même eu des menaces de mort. Il y a un gars qui dit, ouais, tu dois enlever tu dois supprimer cet article sur moi, je viens chez toi. J'ai pas de problème, tu viens chez moi à Belgrade. T'inquiète pas, tu vas être bien reçu. Tu viens dans mon académie, et si tu veux tourner, il n'y a pas de problème. Mais t'as reçu des menaces ça, de dans mort. le côté, tu sais, Tu sais, sur Internet, ça va vite, les menaces de mort, tu vois, mort. Hein. Ouais, enfin, il y a une différence entre je vais te casser la gueule et je vais te crever quand même. Hein. Ouais, mais ça, attends. Ouais, bien sûr. Du coup, direct. Non, mais par exemple, quand on parle d'intégrité, j'ai eu un message, je sais pas, il y a 2-3 ans, c'était un gars en Amérique qui est tchétchène. Il m'a dit, Guillaume, tu devrais faire un article sur ce gars-là, c'est un tchétchène ici en Amérique, et c'est une fausse ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. J'ai dit, tchétchène, ceinture noire, non, c'est moi, je pense que je vais pas le faire. Sérieux? Je pense que ça va pas le coup, on s'en fout, c'est moi. Et là, tu lui as dit, vas-y, c'est bon. Attends, j'ai pas le temps. Mais je pense que le succès de BJ Eastern Europe, il vient. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est que là, on parle des différents articles qu'il fait, mais je pense que les gens si ça marche aussi bien, c'est que les gens sont en attente de ce genre d'article. Oui, c'est quand même ça. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête de ce qui s'est passé. Divertissement, c'est toi. Voilà, j'ai un truc tout bête qui s'est passé dans mon académie il y a quelques années. Il y a 3 ans, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si vous êtes au courant, Guillaume il est au courant, parce que ça a fait le tour du monde carrément, hein, de ce qui s'est passé. C'est là que tu vois que les gens ils sont friands de ce genre de trucs. J'avais un élève chez moi qui
qui avait une grande bouche, on va dire ça comme ça, qui est un mec cela a joué un peu partout dans son quartier, parce que c'est un mec qui vient des quartiers un peu difficiles, donc il faisait un peu le caïd dans son quartier parce qu'il faisait du jiu-jitsu, c'est un mec qui travaillait dans la sécu, donc il se vantait auprès de ces gars, etc. aussi avec qui il bossait. Et c'est un mec qui était ceinture blanche, hein, qu'on soit bien d'accord, qui a jamais gagné une compète, pas un seul combat en compétition, enfin voilà. Et d'après c'est dire, ce gars-là était ceinture violette de jiu-jitsu brésilien, ceinture marron de judo, et il éclatait tout le monde au club, y compris son prof, donc moi. Et donc, à un moment donné, j'entends ça arriver à mes oreilles, tu vois, j'avais déjà... Et alors en attendant, ce que je disais à Hugo, c'est vrai qu'il y a un truc là, il y a eu une explosion des podcasts, live et tout ça sur tous les réseaux sociaux. Forcément, depuis le début du confinement, ça a été une grosse accélération. Donc tu as été invité là sur le live d'une page. Et donc c'est en fait, du jiu-jitsu brésilien quand. Voilà, en fait, tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand, c'est une page qui a été créée par Babs. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Babs et Babiche. Et Babiche, ouais. Donc en fait c'est une page, je sais plus combien, ils ont 12 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est beaucoup, hein. Ouais, non, ils ont une super page et tout. Et Babs m'a appelé la semaine dernière et il voulait commencer à faire un genre de questions-réponses enregistrées vite fait comme ça. Et finalement, c'est moi qui lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas un live, quoi? Ça serait plus interactif, c'est plus etc. sympa. Donc du coup, voilà, l'idée est là, donc je vais être le premier à faire le... Mais d'ailleurs, j'ai été assez étonné parce que il y a eu des lives de Samir Ben Saïd sur Instagram. Il y a un podcast qui existe depuis un moment, et alors là, qui a beaucoup accéléré, et donc c'est vrai qu'on en entend un peu plus parler, qui s'appelle Fight Time. Ouais, avec Samuel. Et donc, avec Samuel Menin et quelqu'un qui s'appelle... Jamel... Pas DF. C'est DF, ouais. DF Fight Time, là. Voilà. Et c'est hyper chouette. Alors, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus professionnel, jiu-jitsument parlant que nous. Forcément, c'est Samuel Menin. Et c'est pas mal du tout. Mais j'étais très étonné de ne pas te voir des choses comme ça. Samuel m'a... Parce que t'es quand même une figure du jiu-jitsu brésilien français. Tu étais incontournable. Oui, après je suis pas le seul. Donc après, il y en a... non, mais enfin, tu vois, il y a eu les petits jeunes, il y a eu la jeune gars, voilà. J'étais assez après chacun fait ses émissions comme il veut. Après, je sais que ça aurait pu être un choix de ta part, ça aurait pu être plein de choses aussi. Hein. Non, c'est juste par rapport aux émissions. Après, je sais pas Samuel comment il prévoit ses émissions, parce que je sais qu'ils font un truc, ils ont plusieurs invités par semaine. Ouais. On voit d'ailleurs, tu décales un peu. Vous voyez là? C'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais. Et puis du coup, justement, il a invité Danny Plat, donc mon élève là, ceinture marron, là, qui était parti, et Athos, et c'est très très intéressant. Je vais vraiment écouter ces podcasts. D'ailleurs, parce que j'avoue que voilà le temps. Je t'avoue que j'ai pas écouté forcément les autres, hein, je les ai survolés un petit peu comme ça. Bon, après celui de Danny, comme c'est mon élève, je l'ai écouté entièrement. C'est vraiment hyper intéressant pour tout le monde. Parce que c'est un gamin qui a voyagé beaucoup, qui se met à fond dans sa passion, qui se donne les moyens de vivre sa passion du jiu-jitsu. Donc il est parti pendant plusieurs mois chez Athos à San Diego, chez André Galvan, et après il est parti pendant 1 an et demi au Japon, à Carpe Diem, là où il y a Reda Meptouche et Tomamitz. Donc voilà, et là il vient juste de rentrer en France là il y a pas longtemps. Normalement il va s'installer à Paris pour la rentrée, pour faire finir ses études. Mais c'était super intéressant. Et justement suite à ça, il y a d'ailleurs Sam qui me fait une grosse dédicace déjà dans cette émission-là. Qui me remercie parce que j'ai aidé Sam à un moment donné dans sa carrière de Jujitsuka où il n'était pas au top dans sa tête, et voilà, donc il est venu s'entraîner chez moi pendant 2-3 ans, Samuel Molin, et comme il l'a expliqué dans son podcast, je lui ai redonné goût au Jujitsu, à la compétition, j'ai su le driver à ce moment-là. Ouais, c'est cool, tu vois, et puis c'est bien, ça. C'est super c'est gentil de sa part. Bon, ça fait des années qu'on se connaît, on s'apprécie, voilà, on n'a pas besoin de se le dire
pour le savoir. Mais c'est vrai que j'ai apprécié, voilà, il a redit encore dans son émission que j'ai été une personne importante dans sa carrière de Jujitsuka. Donc, et suite à ça, bah, justement, il m'a dit qu'il va falloir qu'il m'invite dans son podcast, effectivement. Donc, je devrais aussi le faire. Bon, bah, très bien. Quand, je sais pas, on n'a pas arrêté de date encore, mais ça devrait se faire. En tout cas. Sur les différents podcasts qu'on a pu bah, voir très bien, ça fait plaisir. pendant le confinement, excuse-moi, il y a eu aussi sur Instagram Tayeb Bouhessan qui a fait des lives tous les soirs quasiment avec des invités. Ouais, exactement. Ouais, j'ai vu ça, j'ai pas regardé encore. Actif, Mais... aussi, voilà. Donc bravo. c'est hyper chouette. J'avais vu son live avec Nico Régnier. Ah oui, c'est vrai, oui. Nico Régnier, qui est passé dans Fight Time et avec Tayeb aussi. Ouais, exactement. Mais c'est très bien tout ça, c'est très bien. Ouais, Donc je vais finir. Je vais revenir sur mon anecdote. Donc attends, ça a coupé. Continue. Attends, Hugo, ça a coupé au moment où tu racontais que ton élève te pétait la gueule et qu'il racontait qu'il était ceinture violette. En gros, c'est ça. Voilà, donc tu t'es fait casser la gueule par un de tes élèves. Ouais. C'est ça. Donc voilà, donc c'est un mec, voilà, un peu comme il arrive souvent dans des clubs. Hein, c'est pas arrivé que dans le mien. Mais c'est le genre de choses que je supporte pas. Et quand on sait la difficulté d'avoir une ceinture noire, bon, je parle pas pour tout le monde, hein, forcément, il y a des cas à part, mais pour l'ensemble des personnes normales, aller commencer à raconter que encore tu te la pètes un peu, oui, j'ai gagné des compètes, machin et tout, bon, ou genre j'ai gagné des compètes, j'ai fait 3e, on était 3, mais tu le dis pas, bon, bref, ça, il y en aura toujours, on s'en fout. Mais tu commences à dénigrer toute ton équipe, tous tes partenaires d'entraînement. Alors encore, il y aurait que moi. Honnêtement, je vais vous dire, il y aurait eu que moi. Ah ouais. Ouais. Il y aurait eu que moi. Il serait venu à l'entraînement. J'aurais mis une bonne raclée. Bah ouais. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. Mais le fait d'avoir dénigré tous mes autres élèves, notamment un de mes ceintures noires de jiu-jitsu et ceinture noire de judo, en disant qu'il l'a envoyé en l'air et tout ça, enfin bon. Donc un soir, en fait, à l'entraînement, il est arrivé, j'avais des personnes, en plus ce soir-là, on devait être au moins 40-50 sur le tapis. Et j'ai donné le téléphone à un de mes élèves, je démarre le live, je dis tu filmes, tu t'arrêtes pas tant que je te dis pas d'arrêter. Et devant tout le monde, il y avait tout le monde qui était là, et en fait là... T'es comme ça, toi. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Hein. Mais là, voilà. Et en fait, j'étais pas venu à l'entraînement. Ça, c'est du bon clic, hein. C'est du bon clic, mon Ah non, mais c'est pour ça c'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi ça fonctionne, son site. Donc, ça faisait 10 jours que j'étais pas venu à l'entraînement parce que j'étais blessé. Donc, j'avais Baguetch, Aurélien Pagnard, qui donne des cours à ma place quand je suis pas là. Dont beaucoup parlent aussi, des anciens connaissent, voilà, ceux qui connaissent pas Baguetch, Samuel Monin en parle dans son podcast justement avec Dany en disant que Baguetch pour lui c'est un des top 3 en France au niveau de la garde. Mais tu nous l'avais dit aussi dans le podcast. En balance. Voilà, et donc je filme et je dis tiens, salut les gars, voilà, on fait un petit live vite fait ce soir. Et je fais, et puis si tous les élèves ils sont alignés devant moi dans l'ordre de leur ceinture. Donc tu pars en face de moi, de la gauche au plus gradé, à ma droite au moins gradé. Et ce mec-là était ceinture blanche. Je lui dis, tiens, c'est bizarre. Je dis, tiens, je vais pas dire son nom. Hein. Il dit, tiens, toi, c'est bizarre, t'es pas à ta place là. Ah bon et tout. Je dis, non, avance un peu. Alors il regarde ses barrettes. Hein, et bon, au début, il y avait une petite erreur dans ses barrettes. Effectivement, il y avait un mec qui avait moins de barrettes que lui avant. Donc il repasse devant. Je dis, non, t'es pas à ta place là. Donc, il se met juste avant la bleue. Je dis, non, t'es toujours pas à ta place. Et, attends, il a dû penser que tu le... Que tu le montes cette grade. tout le monde. Voilà. Donc il s'avance dans les bleus et tout. Alors, genre, il était tout content. On a pensé tous les autres. Ah, machin et tout. Et non, t'es toujours pas à ta place là. Ah oui, dans la et puis ici, alors tout le monde se regarde, machin, même lui comprend pas. C'est ça, tout le monde. Je dis, je sais pas. Je dis Baguetch, Baguetch qui était à ma gauche. Je dis Baguetch, et tu donnes des ceintures à des gars pendant que je suis pas là. Baguetch qui fait, j'ai rien fait moi. J'ai rien fait. Je dis je sais pas. Il paraît que ce gars-là, il est ceinture violette. Et là tout le monde m'a regardé et tout. Je dis ouais, écoute, moi c'est ce que j'entends dans Cannes partout.
Le mec qui dit qu'il est ceinture violette, qu'il démonte tout le monde ici, il est ceinture marron. J'avais mon ceinture noire de jiu-jitsu qui est ceinture, qui est 3e dan. Donc voilà. Et puis là, donc tout le monde se regarde, machin. Aussi, il paraît tout. Et là, j'arrête. Je mets bien devant la caméra. Et j'ai dit, écoute, voilà. Je dis maintenant. Donc j'ai pourtant l'air. Je lui ai dit c'est qu'à vérité devant la caméra. Je dis maintenant, tu prends tes clics, tes claques, tu prends tes affaires, tu dégages de mon académie. Ouh. T'as Basta. voulu le faire devant tout le monde? Bah en fait, si tu veux. Devant tout le monde, Au attends, départ. devant tout le monde. Quand je dis devant tout le monde, devant les gars de l'académie, je comprends, mais de le faire en live. Bah, ouais, parce que si tu veux, c'est un mec que j'avais prévenu plusieurs fois sur plein de trucs qui allaient pas vis-à-vis de tous ses teammates, de tous les gars de l'académie. Il y a des choses qu'il faisait qui se faisaient pas, qu'il n'avait pas à faire, des choses qu'il critiquait par derrière, qu'il devait pas. Voilà. Donc plusieurs fois, je l'avais remis, si tu veux, sur le. Je pensais l'avoir remis sur le droit chemin, mais visiblement non. Donc si tu veux, ce jour-là, je me dis, je vais lui donner une bonne leçon. Donc j'avais le choix, si tu veux. Je lui ai dit, j'avais le choix. C'était soit je filmais pas, je disais rien à personne, tu tournais avec moi et j'allais te faire mal. Ouais, vaut mieux. Et puis j'allais le Vaut faire mieux tourner filmer, avec mon élève ceinture noire de judo debout et il allait l'envoyer en l'air comme c'est pas permis. Et là, il aurait eu très mal. Je dis, ou alors, je lui donne une autre leçon. J'ai préféré cette leçon-là. Est-ce que c'était la bonne solution? Je ne sais pas. Mais bon, si tu veux, moi, sur ma page Facebook de la Tropadie Elite, j'ai très peu d'abonnés parce que je m'en sers très peu en fait. J'avais même pas pensé que ça allait faire quoi que ce soit. Donc, il dégage, je l'envoie, machin, on coupe la vidéo. Et c'était le mercredi soir. Donc moi, je finis l'entraînement, 22h, 22h30, je prends ma douche, je rentre chez moi, je mange, je vais me coucher. Je m'occupe même pas du truc. Je me réveille le lendemain matin. 7h30, je me réveille le lendemain matin. J'avais 2000 et quelques notifications. Oh putain. Ouais. Je dis, Comment c'est possible? Je dis, attends, c'est pas, je me suis dit, on m'a hacké mon compte, ou au début, je fais le je vois juste notifications, plus de 2000 notifications. J'avais plus de 500 et quelques demandes d'amis. Sérieux? Wow. Ouais. Attends, ça a été partagé par qui alors? Alors, le truc qui est là, j'arrive. Ni ce matin. Donc, je vois les premiers trucs. Donc, votre vidéo. On est en exclusif. Alors, je vois, votre vidéo a été partagée. Attends, entre 7h30 et 8h, je suis dans mon lit, je me réveille tranquille, je commence à lire, mais le temps de lire, c'est. Tu mets 20-30 minutes avant de dire ouais, mais c'est quoi tout ça quoi, je vais voir, ma vidéo avait été partagée 100 fois déjà, ce qui est énorme. 100 fois, et elle avait 8000 vues. Ah quand même. Ah ouais, non, c'est énorme. Que je me couchais la veille au lendemain matin, 8000 vues. Entre le temps que je commence à lire les quelques commentaires, etc., il s'est passé 20 minutes. Hein. En 20 minutes, on est passé de 8000 à 12 000 vues. Ah là là là. Après, c'est vrai que c'est exponentiel, ça. Elle a été partagée aux États-Unis, au Brésil, par des combattants de l'UFC, par un Mais truc de fou. comment ça a été traduit et tout? Et certainement, des mecs disent machin et tout, et là, et en fait, ça a été viral, c'est qu'il y a des mecs qui ont Remarque, dit ça se ouais, traduit voilà, assez facilement, hein, ça s'ajoute très voilà facilement. comment. Alors, il y a eu des deux côtés. Hein. Il y en a qui ont dit comment ça a été viral, c'est qu'il y en a dit voilà comment on doit traiter les mecs qui Ouais, disent tout et n'importe quoi dans leur club, etc. Il y en a qui m'ont. Alors, on parlait de menaces de mort tout à l'heure, j'en ai reçu. Hein. C'est J'en ai par reçu, rapport à ça. bah, parce que le mec était rebeu. Donc, si tu veux, ouais, parce qu'il est arabe, t'es raciste, on va te tuer, t'es qu'un gros. Enfin, c'est parti. Enfin, en l'espace de une demi-heure. Absolument rien à faire, c'est juste Non, que puis, t'avais pas et aimé en du plus, tout. toi, enfin, c'est vrai que comme j'ai même pas répondu, mais enfin, dans mon club, tu peux pas faire plus melting pot comme la plupart des clubs de jiu-jitsu en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire, mec, t'es raciste, arrête-toi un peu quoi. C'est. Ouais, non, on est en France, dans le jiu-jitsu brésilien. Donc en fait, tranquille, c'est hein. parti dans tous les sens. Et lui, il s'est fait aussi descendre par là, t'es mal lui, tombé. il s'est fait descendre par plein de monde, etc. En fait, quand j'ai vu l'ampleur, j'ai retiré la vidéo. Ah ouais, vraiment. J'ai retiré. Ouais, j'ai retiré la vidéo. Je lui ai dit non, je voulais pas en arriver là. Je voulais lui donner une petite leçon. Maintenant que ça devienne viral dans le monde entier, Culotté du jiu-jitsu, mondial. je fais, waouh.
Et alors, Là, je lui dis là, c'est chaud. est-ce qu'il a complètement arrêté le jiu-jitsu, j'imagine? Visiblement non. Ah, Visiblement Ah ouais, non. tu le vois Il est ceinture marron maintenant. Non, après, donc moi, je lui ai interdit de revenir chez moi. Je lui dis maintenant, tu fais ce que tu veux, tu vas chez qui tu veux. Je sais qu'il a voulu s'entraîner dans un club d'un autre de mes ceintures noires, qui a son propre club à Cannes, qui m'a appelé en me disant qu'est-ce que je fais, Hugo. Je dis tu fais ce que tu veux. Je vais pas moi. Je dis moi, je l'ai viré de mon club. Tu sais comment il est. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Donc, bon, après finalement, après réfléchi, il l'a pas accepté dans son club. Je sais qu'après, il est parti s'entraîner dans un club privé, dans une structure privée. Et voilà, j'en sais pas plus. Je sais qu'il a essayé de recontacter d'autres de mes ceintures noires pour essayer de revenir à l'entraînement ou quoi que ce soit, mais Ah, mais ça va quand même, ça reste de bonne gueule. Enfin, quelque part, Ouais, il a bien peut-être sûr. compris la leçon aussi. bah, espérons-le. j'ose espérer qu'il a retenu la leçon. Voilà. Après voilà, c'est le genre de personne qui met sur ses photos quand il a l'entraînement, mais il a pas de ceinture sur son kimono quand il prend ses photos. Est-ce que c'est un spécialiste des comment ça s'appelle, des podiums aussi? Est-ce que c'est un mec qui vu met qu'il a- est-ce qu'il met sa ceinture troisième sur 3, ce genre de choses? Est-ce que c'est un mec qui fait des photos en noir et blanc pour pas qu'on voit les médailles? couleurs des... Bah, là, ça fait longtemps qu'il a passé cette compète. Parfois, des compètes, il en a fait que 2 dans sa life. Hein, donc, on peut parler d'un gros compétiteur. Et il a perdu à chaque fois au premier tour. Bref, En voilà. tout cas, c'est... petit Castagneur, si vous faites ça, sachez qu'on est fan de vous. On vous adore et on vous demande de continuer. Ouais, vraiment, ouais. Donc voilà, pour vous dire que pourquoi le site BGT Eastern Europe fonctionne, c'est parce que c'est le genre de truc, c'est ce que les gens ils veulent, hein, c'est là que tu vois. Hein, Et t'es content, Guillaume, aujourd'hui de ce que c'est, parce que je sais pas si c'est ça que tu avais en tête au départ, c'est-à-dire vraiment un média très mainstream dans le jiu-jitsu brésilien. Enfin, ça paraît bizarre de dire ça, mais t'es content de ce que tu as réussi à créer? Content, ouais, je suis assez fier d'avoir créé. Tu sais, c'est un site qui a commencé à Belgrade en Serbie, c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est vrai, 60% de notre audience, c'est les Américains. Tu vois, donc c'est l'Amérique, Canada. Ouais, bien sûr. Alors, juste Ouais, pour donc info, les c'est gars, 100% Amérique. je viens de regarder la C'est vite génial. fait Castagne FM au Canada, c'est pas grand monde, hein, quand même. Je tiens à vous le dire, on va briser la glace. Ah ouais? Non, il n'y a pas grand monde au Canada qui nous écoute. C'est surtout Eh ben, France c'est parce Belgique. qu'on n'a jamais été relayé par le BJJ Eastern Europe aussi, c'est pour C'est ça. ça. hein. Ça doit être ça. Non, Ça doit être c'est ça. quelque chose pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que par exemple, je connais le rédacteur de Jiu-Jitsu Times parce qu'il est comme moi, il est aussi philippin et on s'est entraîné ensemble à Singapour. J'étais en vacances à Singapour et il était là-bas aussi. On s'est entraîné, on est parti manger ensemble et lui il me disait que par exemple, parce que lui il habite en Californie, il habite à Los Angeles. Il habite là-bas et il me disait que lui par exemple, il devait parce que lui, en fait, il a accès directement à toutes les compètes, toutes les grandes stars, tu vois. Et tandis que moi, j'habite genre de l'autre côté du monde, quoi. J'habite en Serbie, j'ai accès C'est vrai, à ça rien t'a du tout. jamais eu envie de bouger? Et bah, moi, je suis bien ici, moi. Ouais, moi, je vis comme un roi en Serbie, je suis bien, tu vois. Donc, par exemple, moi, je peux tout faire en ligne. Hein, tu vois, si je fais une interview, j'envoie des questions, il me répond, ou sinon, on peut faire une. Tu vois, j'ai pas besoin d'être sur place, par exemple, tu vois. Donc on parlait de ça et voilà, tu vois. Donc pour moi c'est quelque chose d'assez incroyable qu'un petit blog puisse avoir autant d'ampleur dans le monde du jiu-jitsu. Enfin, moi, tu sais, quand j'habite ici, à chaque fois que je vais à l'étranger, quand je vais par exemple à Lisbonne, les gars, je suis là-bas avec mes élèves serbes, ils me disent putain mais coach, t'es connu? Tu vois, je me dis, je sais pas, c'est des geeks, des jiu-jitsu geeks qui connaissent le site, quoi, tu vois, c'est tout. Tu vois, donc, Ah bah, 2 fois plus de visites que Flow Grappling, enfin, ouais, effectivement, ça commence à devenir quelque chose d'assez sérieux quand même. Ah, c'est bizarre. mais tu sais, Flow Grappling, c'est des noobs, hein. Flow Grappling, ils existent depuis 2016 seulement. Je me rappelle que Flow Grappling, quand ils ont commencé, ils m'avaient contacté directement pour lancer leurs produits. Donc pendant 1 an, ils me payaient pour mettre des bannières de Flow Grappling sur le site. Parce que personne ne les connaissait, tu vois.
Moi, quand j'ai commencé en 2012, le média numéro 1, c'était Gracie Mag. Et Tu vois Budo Et Gracie Mag, Vidéo c'est... aussi à l'époque. Ouais, Budo Video, il faisait plutôt des streaming. Avec Budo Jake. Budo Jake, voilà. Mais Budo Video, c'était vraiment du streaming des compètes de événements, ouais. IBJJF. Ah, tu ils vois faisaient les premiers Des événements. pay-per-view, des mondiaux et tout. Voilà, Ouais. exactement. Donc les gros médias, donc les gros médias, c'était vraiment Gracie Mag. Et après, nous, on est venus. Après, tout d'un coup, il y avait Jiu-Jitsu Times et Castagne Flow FM. Grappling. Et Castagne FM. Voilà. Et Castagne FM, La ouais, boucle est bien sûr. bouclée, c'est tout. Évidemment. Non, mais Castagne FM, c'est mon podcast français préféré. Ah, Ouais, un moi, homme de goût. Je suis ça depuis 2 ans déjà. Merci. Non, Alors, Non, je peux vous sais dire pas qu'à ce qui a chaque fois été que dit, vous avez parce que une moi, de nouvelle- mon côté, une ça a nouvelle, coupé, donc je suis sûr que ça avait l'air gentil. Mais Il ça a coupe dit, encore. il a dit que c'était Ah, j'ai son une connexion podcast pourrie, c'est vraiment- français préféré. eh ben, écoute, merci. Ouais, j'écoute tout, moi. À chaque fois que je vois sur YouTube qu'il y a Ah une bah, nouvelle merci émission, beaucoup. j'écoute tout de suite. Donc, voilà. Donc, vous faites vraiment du super boulot. Hein. Bah, merci beaucoup, c'est très Ouais, gentil. ouais, merci, merci. Ouais. Mes Le potes. pote. Qu'est-ce que tu vois un petit peu comme et puis on pourra après on va Conclure tranquille. on va se laisser, mais pour terminer sur ça, parce que et puis on pourra refaire peut-être un autre podcast, parce que tu dois venir à Paris bientôt et ce sera plus sympa d'être Ouais. ensemble et tout ça. Et- En 2024. Non, t'as dit t'as dit que t'arrivais avant, t'as dit que tu venais avant. Après la fin du coronavirus. Non, t'as dit que tu venais avant. Non, mais on va venir en Serbie, Qu'est-ce que tu sinon, vois c'est pas comme grave. avenir? Ouais. Ah ouais, invite-nous en Serbie. Bah, comme vous voulez, hein, Ouais, c'est super. t'en ça. fous, t'en fous. Venez, Alors, hein. tu sais que, alors, si en parlant de ça, alors normalement, je sais pas quelle sera la situation. Je pense que malheureusement, on pourra pas le faire maintenant. Tu on nous avait invites prévu avec de la faire- Tropa des élites, pas de problème, on vient, tu nous invites, ça marche. En fait, on avait prévu à la base le premier week-end de septembre cette année de enfin organiser le premier camp Tropa di Elite en Europe Ouais. sur 3-4 jours à Belgrade. Donc avec dans les l'académie Turcs, de avec Guillaume. tout le monde. Ouais, Exactement. avec les Allemands, les Français, les Parfait. Turcs, les Bosniaques. Donc, et puis enfin ouvert à tout le monde aussi, hein. Mais Ah, bien sûr, bah, on viendra, nous, hein, Tinox. ouais, je pense que ça pourrait être cool si vous venez. Maintenant, malheureusement, je pense qu'en Ah, je septembre, pense pas. Je pense pas. En septembre. je sais pas, L'année moi prochaine, j'ai, l'année prochaine. je pense qu'on va être Septembre, obligé ça de ira. repousser. On va être obligé de repousser. Mais ouais, franchement, ça pourrait être cool si vous venez. Et donc, Guillaume, comment Mhm. tu vois, est-ce que toi, tu as envie de faire évoluer dans cette optique-là, revenons sur Flow Grappling, ne le prends pas mal quand je dis ça, c'est vraiment parce que c'est déjà, c'est quand même, je pense, le seul média vraiment qui fasse de Non, la c'est- vidéo, en fait. Non, C'est pour ça que je Flow dis ça. Grappling, ils sont super. Flow Grappling, ils sont super. C'est important pour que le jiu-jitsu puisse progresser, pour qu'il puisse évoluer, d'avoir un média professionnel comme Flow Grappling. Parce que moi, je suis Mais pas- tu je suis pas aimerais, toi, professionnel. évoluer vers ça, vers quelque chose avec du streaming, du live et tout ça? Non, non, non. Moi, j'ai d'autres avenues dans ma vie. Tu vois. Je fais aussi en fait, mon numéro un revenu, c'est même pas le site. Hein, je fais de la bourse en ligne. Donc, je fais du trading, tu vois. Donc, ça c'est mon truc numéro un. Tu vois. Donc, ça n'a rien à voir avec le jiu-jitsu. Tu vois? Non, mais c'est vrai? Oui, bien sûr. Je suis trader. Donc, ça, c'est ma. Mais c'est attends, mon- comment ça, t'es trader? On s'improvise pas. J'ai l'impression d'entendre la ceinture violette de chez Hugo, là. On n'est pas trader comme ça, je veux dire. Je Bah, sais mais- pas en live, hein. Attends. Et si vous ne savez pas, c'est que Guillaume, il a fait des grosses études, les mecs, hein, il a un MBA. Donc, Mais c'est fou. Et tout ça, alors que toi, ton seul but, c'était de lever des meufs à Paris. Ça réussit quand même aussi. Comme quoi, ça Attends, j'ai mène j'ai à ma femme tout. qui écoute à côté. Là. Ça mène à tout. Allez essayer de lever des meufs, vous deviendrez riche et célèbre. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous finirez en Serbie. Non, tu sais, Flow Grappling, je leur laisse faire leur travail, ils sont super. Tu sais, je m'entends très bien avec Rival Tig, je les connais depuis longtemps, tu vois. Donc, ces gars-là, je les respecte, c'est des professionnels, tu vois. Moi, je suis amateur, j'aime bien faire ça. En fait, moi, je suis un jiu-jitsu geek, je suis un nerd. Donc, je passe mon temps à regarder des vidéos de jiu-jitsu. Si j'ai la chance d'avoir un gros site, j'ai 7 pages Facebook. Donc, si jamais je dois faire D'accord. passer une information, je le fais passer tout de suite, tu vois. Mais c'est pas mon premier but dans la vie, c'est pas de faire c'est pas mon but de faire évoluer ça, tu vois. Donc, j'ai d'autres trucs, tu vois.
j'ai fait des investissements immobiliers, j'ai bossé dans la bourse, tout ça. Donc, c'est pas mon truc numéro 1. Ouais, donc tu fais ça vraiment par passion. Tu fais ça vraiment pour le jiu-jitsu. C'est ma passion. C'est ma passion, exactement. Donc, voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup de faire tout ça pour nous. Ouais, carrément, merci. Les flow grappling sont super. Merci beaucoup de faire tout ça pour nous, c'est vraiment cool, ça nous fait voir, ça nous fait découvrir, c'est hyper important. Avec plaisir, les gars. Et on va conclure. Attendez, gentiment. alors je suis un petit peu désolé. Ouais, je vais prendre la parole. Voilà. On va conclure gentiment On est bon. ce podcast de confinement. Hugo, si tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de faire passer, mon pote. Déjà, prenez tout soin de vous. D'accord. On sait que malheureusement, pour le moment, on est obligé de ne pas s'entraîner. Donc, respectez toutes ces règles qui sont vraiment importantes pour tout le monde, pour qu'on puisse redémarrer le plus vite possible. Ça nous touche beaucoup. On a un sport de préhension, donc c'est très compliqué pour notre sport actuellement. Ça sera encore compliqué pendant plusieurs mois, je pense. Donc, faites attention à vous, faites attention à vos proches, prenez tous soin de vous. Voilà, faites pas n'importe quoi, faites pas des bêtises pour juste reprendre plus vite le jiu-jitsu. Comme le disait Vincent Nguyen, tu as entièrement raison, pas de cave et de trucs comme ça, c'est important et même pour nous, parce qu'en fait en voulant reprendre plus vite, nous on reprend plus tard en fait, parce que c'est ça, c'est une réaction boule de neige, ça paraît bizarre de dire ça mais c'est vrai. Moi, je me suis mis, en fait, je vais vous dire, mon état d'esprit actuel, je me suis dit, voilà, imagine que tu as une grosse blessure, tu peux pas t'entraîner pendant au moins 6 mois. Voilà, tu es chez toi, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Prenez-le comme ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, le corona, c'est une blessure pour tout le monde, pour plein de choses différentes. Nous, dans notre sport, c'est une très grosse blessure, donc on peut pas s'entraîner à cause de cette blessure-là. Faites comme ça. Attendez, prenez votre mal en patience. Je sais que c'est très dur. Hein. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du jiu-jitsu maintenant. Ça fait 22 ans. J'ai jamais vécu sans le jiu-jitsu, à part quand j'ai été blessé. Donc justement, voilà, le maximum où je suis resté sans m'entraîner jusqu'à maintenant, ça a été 4 mois à cause de mon opération du dos l'année dernière. Là cette année, malheureusement je me dis je le reprends de la même façon. Voilà, prenez ça comme une blessure, arrêtez de vous entraîner, remettez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches pour qu'on puisse revenir dans les meilleures conditions possibles rapidement. Voilà. Exactement. Guillaume, un petit mot de la fin. Guillaume, un petit mot pour tous tes auditeurs et nos auditeurs, enfin tes lecteurs et nos auditeurs. Oui. Ouais, on t'entend. C'est qu'il y a un décalage. On m'entend là? Ah, il y a un décalage, ok. Non, mais comme disait Hugo aussi, c'est une bonne occasion de se reposer, parce que surtout pour nous les anciens, moi j'ai plein de blessures, et là ça fait quoi? Ça fait 5 semaines que je m'entraîne pas, et ça me fait vraiment du bien, quoi. J'ai les genoux en vrac, et là je fais de la muscu tous les jours, j'ai mes kettlebells, j'ai mon Bulgarian bag, je fais ça, je vais entraîner tous les jours. Et si jamais on doit faire une pause pendant 2-3 mois, moi ça me convient, hein. Franchement, je pense qu'on va tous revenir éventuellement au jiu-jitsu. Ça va être un peu bizarre au début, mais je pense que après quelques mois on va revenir. Je pense que tout va revenir normal encore comme avant, quoi. Cherchons le positif. Voilà. Vous avez bien raison, les amis. Mes potes. Faut être patient. C'est tout. Et comme dit Loïc Jaya, profitez-en pour vous faire tatouer. N'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai. C'est le meilleur moment. Et merci à vous. Les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait ça vite et de manière normale. On fêtera ça. Avec grand plaisir. Okay. Donc, et surtout, les gars. Voilà, Be Clean. Be Clean. Hashtag ça sent bon. On viendra fêter ça à Belgrade avec vous. Vous l'avez pas avec n'importe quoi. C'est comme vous voulez. Et on viendra les bras chargés pour vous. Voilà. Ok les loulous. Allez, merci à vous. Parce qu'on aime Hugo Février. Merci beaucoup. À la prochaine. Faites bien attention à vous les amis. Bye bye. Ciao. Salut, bye bye.